Bonjour à tous, bienvenue à cette pause méthode du Sésame. Le Sésame étant le service de soutien et d'entraide de l'Université du Québec à Trois-Rivières, au sein du département de psychologie. Bienvenue pour cette pause méthode. Je m'appelle Alexandre, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis co-directeur du Sésame depuis 2018. Et aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Samuel. Samuel Gay est un ancien étudiant du baccalauréat à l'UQTR. Samuel est actuellement au doctorat à l'UDEM. Il est récipiendaire d'une bourse Vanier et il travaille sous la direction de Louis de Beaumont. Alors, Samuel, ça nous fait très plaisir au nom du Sésame de te recevoir aujourd'hui pour que tu puisses un petit peu nous parler donc, du sujet d'actualité, hein, c'est très d'actualité, comment déployer finalement ces analyses sur le web. Alors écoutez, sans plus attendre, je vais céder la parole à Samuel. Merci à nouveau Samuel pour cette présentation et puis bonne suite. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de revenir à l'UQTR aujourd'hui. Je vois déjà plein de noms que je connais, donc ça me fait grand plaisir. Euh, donc aujourd'hui, je vais commencer d'abord à partager mon écran, ça va être plus simple. Euh, donc avant même de commencer, j'aurais peut-être juste dans le chat, si les gens peuvent dire s'ils ont de l'expérience ou non en lien avec le partage de ces analyses sur le web. Dans le fond, ça, c'est juste pour voir à quel niveau je vais expliquer puis qu'est-ce qu'on va faire comme activité. Un peu, très peu, non, très peu, non plus, non, très peu, OK. Donc, je vais prendre pour acquis qu'on est plutôt néophyte en la matière. Donc, on va vraiment y aller étape par étape. Puis, le but aujourd'hui, si vous avez créé votre compte GitHub, ça va être vraiment de pouvoir, on va tout le monde collaborer ensemble sur le même répertoire si vous êtes enclin à le faire. Donc, premièrement, je vais juste faire une petite parenthèse sur Open Science Montréal, qui est mon petit bébé. C'est une initiative étudiante que j'ai cofondée il y a 1-2 ans. C'est un peu nébuleux avec la COVID, mais Open Science Montréal, dans le fond, notre but, c'est vraiment de venir promouvoir une science au service du bien commun, soit par la sensibilisation, la mise à disposition des ressources et la mobilisation de la communauté. Donc, on fait toutes sortes de conférences, des ateliers comme aujourd'hui, et éventuellement, ça va être de venir implémenter ou d'offrir un peu des templates pour les gens afin de faciliter un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à info@awesomemontreal.ca ou juste dans le chat, là, je peux y répondre. Donc, si on continue, pourquoi c'est pertinent de partager ces analyses en ligne ou un peu n'importe quoi? Bien, il y a plusieurs perspectives. Moi, je vais aborder plus la perspective de je suis étudiant au doctorat. Il faut tout le temps que j'envoie les analyses à mon directeur, puis le back and forth ou le envoie des courriels, reçoit des courriels. J'ai un peu la misère avec ça. Donc, c'était vraiment pour ça que j'ai un peu plus penché et puis essayé de comprendre pourquoi c'est pertinent. Donc, pour soi-même, avant tout, moi, c'est vraiment mon approche, là, c'est vraiment pour soi-même, puis pour nos collègues, parce que ça facilite aussi le suivi des commentaires, puis comme de comment améliorer les analyses. Ça facilite les collaborations. Ensuite, ben, ça va aussi faciliter la découverte de vos travaux. Donc, c'est bon pour vous parce que si vous expliquez très bien ce que vous faites dans vos analyses, ben après ça, quand on va tantôt, peut-être, on va avoir le temps de chercher sur GitHub, voir s'il n'y a pas du code déjà disponible. On peut facilement trouver du code qui est bien écrit, qui est bien expliqué, puis l'appliquer sur nos propres données. Donc, c'est quand même agréable pour ça. Et ben, ça force un peu à faire ou à automatiser un contrôle de qualité sur nos données puis sur nos analyses. Puis ça vient un peu en lien avec tout ce qui englobe la reproductibilité puis une meilleure transparence, crédibilité en la science. Ça, on va parler aussi de robustesse. Donc, c'est un peu dans ces eaux-là pourquoi ça m'intéresse. Donc, exemple de partage, ben, il peut y avoir un site. Oh, ça c'est weird.
Mauvaise slide à mauvaise place. Mais avant de se lancer, il faut cibler ses besoins à court et long terme. Puis, donc avant de tomber dans des exemples, il faut juste poser 2-3 questions parce que ça va vraiment dépendre qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut accomplir. Là, j'ai mis une liste de questions, puis évidemment, j'ai mis trop de texte, mais le but, c'est de se demander qu'est-ce qu'on veut faire. Ensuite, est-ce qu'on veut de l'interaction quand on partage nos données? Comme par exemple, ici, je peux m'amuser à regarder chaque donnée, c'est qui. Je peux même filtrer. Mettons que je pourrais reloader pour être sûr que ça load comme il faut, mais puis même qu'on peut voir les données qui bougent en temps réel. Fait que là, on peut passer à travers les années. C'est le Gapminder dataset, fait que c'est vraiment un dataset connu, mais le but, c'est que juste les gens peuvent s'amuser à jouer avec les données au lieu d'avoir un fichier statique, une image dans un PDF, puis faire Ah, mais il me semble que j'aimerais ça voir dans le temps comment les données ils bougent. Puis là, si on veut vraiment avoir un œil, on peut vraiment cliquer. Fait que ça, c'est une façon que le web peut apporter du dynamisme dans nos présentations. Sinon, par exemple, pour faire le code, pour montrer le graphique interactif, ce que j'ai fait ici, c'est simplement, je vous liste le code à faire. Mais en présentant, là, c'est quand même le fun parce que là, je pourrais mettre l'emphase sur, ça vous prend premièrement le package Plotly et l'autre package qui est le Gapminder. Et là, si on continue, eh bien là, je peux highlighter des parties importantes sur les points vraiment importants dans vos graphiques. Mais ça, c'est juste un exemple. C'était juste pour vous montrer qu'on peut comme highlighter certaines parties des analyses en tant que telles. Aussi, est-ce qu'on veut faciliter le téléchargement des données rapidement? Fait que dans le fond, par exemple, mon directeur, il aime ça souvent, pouvoir avoir les données. Mais là, c'est compliqué. Là. C'est quelle version de données qui est la bonne version? Mais là, tu peux-tu filtrer telle donnée? Fait que souvent, je vais offrir un tableau comme ça. Et ce tableau-là, dans le fond, il est interactif. On peut s'amuser. Normalement, ça apparaît un peu mieux sur l'écran. Mais ici encore, on peut filtrer. Fait que là, si on est intéressé, c'est le même dataset. Donc, on peut s'intéresser. On va aller voir le Canada pour le fun. Donc, en cliquant, on a seulement les données du Canada. Puis, on peut s'amuser à voir les différents trucs. Ici, c'est intéressant. On voit du rouge. Quand j'ai construit le tableau, j'ai pu mettre des balises sur, puis là, j'ai dit en haut des années 2000, mais ça en rouge. Fait que là, c'est facilement identifiable. Bon, normalement, ça a plus de sens quand on met des couleurs, que ce soit pour des outliers, que ce soit pour des données qui paraissent louches. Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir filtrer les données en tant que telles dans un tableau comme ça. Puis, le plus important, oui, ça, c'est une chose. Puis, mettons qu'on s'en fout du continent. Bon, on peut cacher le truc continent. Mais ce qui est intéressant, c'est que la personne peut downloader le fichier. Comme par exemple, si on veut voir les données en PDF, par exemple. Bon, on clique et là, on a déjà les données en PDF. Souvent, le monde va préférer en CSV. Fait que là, on pourrait tout simplement les ouvrir. Bon, on peut même le faire. Je n'ai pas testé. Ouais, Samuel, dans le fond, est-ce que c'est un peu comme façon très, très, très basique? C'est comme un genre si on avait un TCD dans Excel accessible et qu'on peut peut-être plus flexible même. Pas mal plus flexible, je te dirais. Ouais, Il n'y a comme pas vraiment de limite. Puis ça, c'est vraiment dans l'optique qu'on a un document avec plein de codes, puis qu'au final, on peut avoir différents tableaux avec différents types de données qu'on veut juste partager, puis dire, si tu veux filtrer les données, puis juste voir qu'est-ce que ça a l'air, tu peux le voir. Si, à terme, tu fais une publication, puis tes données, tu peux les rendre disponibles et accessibles sans problème. C'est sûr, il faut anonymiser et tout ça, mais ça peut être vraiment pratique pour les gens, juste dire dans notre publication, de dire les données sont disponibles. Souvent, on va penser à l'Open Science Framework du Center for Open Science pour mettre les données, mais on peut aussi héberger nos propres données sur notre site Web, ou il pourrait être euh, sur un répertoire de données tout simplement, puis on va les chercher directement avec le lien qui va être archivé à tout jamais. Donc, on voit ici que j'ai juste downloadé les données du Canada.
Fait que ça, c'est un autre exemple qu'on peut intégrer dans nos documents en ligne. Mais c'est sûr que selon nos besoins, ben, la recette que vous allez avoir à concocter va être vraiment différente. Puis aussi, je dirais que ça dépend surtout de l'investissement en temps que vous avez. Et aussi, il va y avoir quelques défis selon ce que vous voulez faire. Fait qu'on peut faire un site ultra complet avec toutes les données, avec plein de graphiques interactifs, mais on peut aussi tout simplement prendre un fichier XPSS qu'on exporte, puis qu'on le met en ligne, puis juste dire, voici les analyses que j'ai faites, sans nécessairement avoir envoyé le document en tant que tel. Donc, je vais mettre deux exemples, puis là, celui-là, je vais le faire live, fait qu'on va voir si ça fonctionne. Je crois que vous y avez déjà eu une capsule sur Jamovi ou Jasp dans une des pauses méthodo. Oui. Puis fait que là, je me suis dit, ah, ben, ça serait bien de voir. Là, dans le fond, je suis comme sur le site de Jamovi. Mais là, ça dit, ah, il y a un online démo. OK. Donc là, on va aller voir sur ça. Puis on va voir comment, aussi bête que d'utiliser Jamovi en ligne, en prenant un exemple. Si je ne me trompe pas, là, ils ont des fichiers ici. Puis comment on peut le rendre directement disponible en à peu près 15 secondes. Fait que là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut faire. Bon, on va apprendre les statistiques. Puis on aimerait ça voir, si vous avez des choix, là, vous pouvez les dire dans des préférences, là, vous pouvez les dire dans le chat. Moi, j'aime bien Awesome parce que Awesome. Fait que là, pour ceux qui connaissent Jamovi, c'est relativement, ou qui ne connaissent pas, mais en fait, c'est peut-être vous retrouver des similarités. Fait que là, ici, il voulait qu'on fasse un test. Je ne sais pas trop c'était quoi, là. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'était marqué. Mais bref, on va faire un test de T indépendant. Donc ici, Jamovi est vraiment interactif. Fait que quand on clique, ça nous ouvre une page. Fait que là, ça, c'est vraiment similaire à SPSS. Donc, on va juste mettre notre groupe puis notre score ici. Puis là, peu importe là, si on clique, là, il y a plein de choses qui vont apparaître. Là, c'est juste à titre d'exemple. Tu as un Man Whitney. On veut des tests. Let's go. On se garde. Donc, là, on a un fichier, c'est beau, mais là, comment on fait pour l'envoyer à un collaborateur? Ben là, on n'est pas obligé de l'envoyer. Parce que si nous, il faut refaire des trucs, puis on s'est rendu compte qu'on a fait une erreur, par exemple, on se dit les groupes, les stats descriptives, ben, j'aime mieux juste mettre les trucs. Ben, OK. Disons que c'est ça. Fait que là, ici, on peut exporter en fichier HTML. Puis là, on va l'appeler index juste parce que GitHub va détecter automatiquement qu'est-ce qu'il faut faire avec les fichiers. Fait que là, je vais l'enregistrer sur mon ordinateur. Et là, on va tomber tout de suite dans GitHub. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que je vois trop vite? Ça a l'air d'aller pour tout le monde. OK, c'est bon. Je vois 4 visages, là, fait que, dont moi, fait que c'est un peu weird. Mais OK, je vais changer de bord, c'est bon. Donc là, on est sur GitHub. Si vous ne connaissez pas GitHub, vous pouvez aller créer votre username. Ici, il devrait y avoir un bouton Login. Mais mettons qu'on veut juste partager un fichier HTML rapidement, on peut tout simplement faire un nouveau répertoire sans nécessairement apprendre Git ou quoi que ce soit. Là, on peut juste utiliser l'interface. On n'a pas besoin de template. On va appeler ça Jamovi. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Là. On va le laisser public. Pour le moment, on ne se soucie pas de ça. Surtout si vous n'êtes pas familier, c'est pas la fin du monde. Fait que là, ici, il y a plein d'affaires bizarres qui font peur, souvent quand on ne connaît pas. Mais il y a un petit sauveur ici qui dit Uploading an existing file. Fait qu'on clique dessus. Et là, ça dit on peut tout simplement draguer ou les choisir. Si j'ouvre ça, même, ça va être plus sécuritaire. Donc, ici, je vais juste renommer.
J'avais fait le test juste avant. Là. Fait que là, j'ai un doublon de fichier. Donc, tout simplement, on glisse le fichier. Ça le télécharge. Puis ici, il faut tout simplement dire c'est quoi les changements. Fait que là, souvent, là, ici, c'est simple, ça dit Add files via upload. Fait qu'on peut laisser ça comme ça ou on pourrait marquer premier test avec Jamovi en ligne. Puis là, on va commit. Fait que quand on commit, ça veut dire qu'on va avoir dans l'historique de notre fichier les changements. Comme ici, vous voyez qu'il y a dans l'historique, il y a juste eu un commit. Puis si on clique dessus, bien là, on peut voir le nom que je lui ai donné. Fait que si jamais vous vouliez ajouter un fichier, un nouveau test, bien là, vous pouvez marquer ajout du test Man Whitney. Fait que là, si jamais vous voulez retourner dans le passé puis retourner à ce moment précis-là avec le code qu'il y avait, vous avez juste à cliquer puis vous retrouvez exactement le code. Ça, c'est intéressant, Samuel, parce que parfois, par exemple, oh, je vais rouler telle analyse avec tel type de données ou sans tel groupe avec tel groupe. Fait que là, on peut comme tout lister. Si on décide de revenir sur une étape d'il y a 2 mois, c'est extrêmement facile. On n'est pas Oui, dans notre Windows à chercher le titre du nom. On l'a directement là. c'est exact. C'est vraiment le but de Git, c'est vraiment de pouvoir non seulement trouver, mais de pouvoir retourner littéralement dans le temps sur. On va entrer dans la technicalité, mais mettons que, imaginez, vous avez une branche principale, mais on pourrait dire retourne dans le passé à côté. Fait que là, l'ordinateur va penser qu'il est rendu il y a 2 mois passés, mais là, vous pouvez continuer les analyses. Puis là, quand vous fixez ou vous réparez votre bug, bien là, vous pouvez dire ramène-le dans la branche principale, puis là, hop, la branche principale est réparée, si on veut. Donc, ça, c'est une chose. Là, on l'a ici, mais bon, c'est sûr, si moi, j'envoie ça à mon directeur, il va me dire c'est quoi ça. Parce qu'il n'est pas très. Il est pas très. Il est correct en ordinateur, disons. Mais bon, c'est pas sa force, donc il sait c'est quoi ses forces. Donc, quand on va dans Settings, il y a vraiment une fonction superbe sur GitHub. Je parle souvent de GitHub juste parce que à mon avis, c'est le plus user-friendly. Puis il y a beaucoup de tutoriels en ligne. Les gens montrent comment faire. Mais vous pourriez utiliser GitLab ou Gin. Il y a plusieurs trucs pour faire ce genre d'hébergement-là. Mais le plus fun, quand on arrive ici, on voit GitHub Pages. Ça, ce que ça fait, c'est tout simplement, Git a un générateur de site web intégré à GitHub, un générateur de site web intégré à même son site ou sa plateforme en tant que tel. Donc, ici, on pourrait lui dire sélectionner la branche qui est la main. Donc, on en a juste une parce qu'on a mis le fichier tout simplement dans la branche principale. Prends le fichier à la racine parce qu'on pourrait avoir, mettons, tout le code puis notre site web juste dans le fichier doc, dans ce fichier-là, mais là, nous, on ne l'a pas. Fait qu'on va y aller vraiment au plus simple. On va juste saver. Puis là, si jamais vous faites les étapes en même temps que moi, puis là, si vous descendez, vous devriez voir ici, moi, ça va apparaître bizarre, là, parce que ça va être mon site personnel, mais vous, ça va être votre username.github.io / ou barre oblique, le nom du répertoire que vous avez mis. Donc, on va faire un test, on va voir si ça fonctionne ou non. Et là, tadam! Si n'importe qui sur Internet peut aller, je vais juste vérifier pour être sûr, là, des fois, ça prend 2-3 minutes pour voir qu'on a le site sécuritaire. Je peux même vous le mettre dans le chat si vous voulez. Techniquement, tout le monde devrait voir cette analyse-là sur son ordinateur local. Donc, souvent, s'il faut que je run des analyses rapidement, je vais juste faire un fichier comme ça, puis je vais l'envoyer, puis au moins, moi, je sais que j'envoie une version, mais si je pense à quelque chose, ben, je peux juste réuploader le fichier sans nécessairement en parler à personne, parce que, mettons, mon directeur me dit « je vais checker ça demain à 8 heures », ben, je sais que j'ai jusqu'à demain 8 heures pour faire update en tant que tel. Donc ça, c'est quand même une option, je dirais que c'est l'option la plus d'entrée de jeu. Puis là, ça peut être n'importe quoi en fichier HTML. Là. Ça peut être que vous codez en R, en Python,
Tant qu'on produit un fichier HTML, ça peut être tout ce que vous voulez. J'ai même, j'ai pas SPSS sur mon ordi, mais je suis même allé voir, puis on peut exporter SPSS en HTML, fait qu'on peut faire le même principe aussi. Donc ça, c'est un exemple. C'était vraiment l'exemple le plus simple. On va aller voir un deuxième exemple, puis ça, c'est vraiment un exemple que moi, je fais plus. Puis ça, c'est archi complet. Dans le fond, ça, c'est un papier qui a été publié dans Nature Communications, si je me rappelle bien. Mais eux, ils ont construit un livre au complet qui décrit l'ensemble. Dans le fond, c'est vraiment un site web pour le projet, mais qui a été construit à partir de RStudio et R, puis qui décrit vraiment tout. Puis je le trouve vraiment complet. Si vous voulez aller voir le site web, ce serait peut-être bon, est-ce que je l'aide direct? Je pourrais vous le retrouver, le site web. C'est juste que je l'ai intégré dans ma présentation. Mais ce qui est bien avec ce type de book down, ça s'appelle un book down ou de livre, c'est qu'ici, il y a différentes sections. C'est vraiment modifiable comme vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez. Puis, ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est qu'on peut faire rouler du code, que ce soit Python, R ou tout ce qui est supporté dans RStudio, puis on peut le faire rouler, puis le outputter directement dans le livre en tant que tel. Donc, on peut montrer, on peut expliquer, on peut écrire son manuscrit directement ici, puis on pourrait avoir son code qui apparaît. Donc, ça, c'est la publication en tant que telle de cet article-là. Donc, ça, c'est un exemple qui est bien. Puis, ce qui est bien aussi dans Bookdown, c'est qu'il y a vraiment plusieurs options. Mettons que je voudrais chercher. Samuel, est-ce que, comme je suis néophyte, j'assume, est-ce que ce que tu montres, c'est similaire à Blockdown? Bookdown, c'est pas la même chose, tout à fait Ouais, ça? ouais. J'ai pensé faire une slide entre les différences entre, souvent on entend R Markdown, Bookdown, Blockdown, même Notebook, R Markdown. Dans le fond, Blockdown versus Bookdown, c'est juste que le générateur derrière, c'est pas la même chose. OK. Blockdown, ça a été, dans le fond, c'est construit sur le générateur de site web statique Hugo, mais qui est transposé, qui est comme converti dans R, fait que ça permet aussi d'intégrer du code. C'est juste que la différence, c'est je trouve que c'est plus compliqué si quelqu'un ne connaît pas Hugo de comme customiser à sa façon ou à son image quelque chose versus ça, c'est tout le temps pareil. Tu as OK. un livre, tu as tes sections, le manuel ou les informations pour, comme, voyons, le guide pour écrire un book down est vraiment bien fait. Blockdown, c'est tout un peu tricky. Hugo, il n'est pas encore disponible en version 1.0. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une version stable. Il est encore, je pense, que c'est la version 0.82 qui a été updatée la semaine passée. Ce qui veut dire qu'il peut tout le temps avoir des changements qui vont briser les versions antécédentes jusqu'à temps qu'on ait une version stable. Là, on va être sûr d'avoir un générateur qui sans problème. Personnellement, j'adore Hugo. Tous les sites qu'on fait, que ce soit juste la petite page d'instruction qu'on avait construit pour l'atelier, c'était généré avec Hugo. J'utilise tout OK. le temps Hugo, mais je n'utilise pas nécessairement Hugo dans Blockdown. Juste parce que ça rajoute une dependency. Je ne sais pas c'est quoi en français. Comme Une dépendance, un élément ouais, une important de... dépendance. Ouais, ça OK. ajoute une dépendance, dit de même. Euh, Mais là, ici, je vois, parce que je ne suis pas sur le site en tant que tel, ça bug un peu, mais on voit qu'il y a quand même des trucs intégrés juste pour faciliter d'un point de vue accessibilité. Je trouve ça bien parce que moi, je déteste avoir tout le temps des sites en blanc. C'est juste à chaque fois qu'on ouvre un site, ça. Fait qu'on peut quand même jouer, on peut changer l'écriture directement, on peut grossir l'écriture si jamais. Ou on peut zoomer. Et l'avantage que tu n'as pas avec Blockdown versus Bookdown, c'est que avec Bookdown, on peut générer un PDF ou un .epub. Fait que c'est à même, ça demande un peu plus
de détails quand on le construit, mais un coup on est satisfait de tout notre livre, ben, c'est facile modifier le tout pour que les gens puissent saver ça en PDF, puis oublier le site en tant que tel. Fait que là, je ne sais pas si eux, ils ont bien. Fait ici, on voit que ça ne marche pas en tant que tel. Comme je suis sur le site direct, je vais pouvoir chercher. Ah, c'est eux qui ont désactivé le search function. Ha! Donc, c'est pas mon erreur. Mais on peut rechercher à travers le site au complet, puis ils vont tous nous sortir les pages. Parce que j'aime bien montrer des exemples. On va tout simplement. Je suis certainement. Mettons ici. Je suis tout le temps rendu sur ces sites-là parce que c'est essentiel. Juste tantôt, Alexandre me partageait qu'il avait essayé de partager une analyse en ligne, puis ça avait pris une journée, puis ça n'avait pas marché au final. Des fois, ça peut prendre une semaine avant que ça marche. Fait que, c'est tout à fait correct. Fait ici, on pourrait écrire, mettons, on sait qu'on peut modifier la grandeur des images qu'on veut partager, mais on ne sait pas comment l'intégrer. Fait qu'on pourrait juste marquer, si on commence à marquer Fig, mais déjà, il nous cherche, puis à droite, il nous liste déjà juste les pages qui ont cette option-là. Fait que là, mettons que je triche puis que je saurais que je voudrais la largeur, ben là, il va tout me sortir les options qu'il y a Figwit dans le truc. Fait que dans vos analyses, ça peut être quand même bien parce que si vous utilisez un book down pour vos projets, ce que je fais, moi, c'est dans le fond, mettons, j'ai un projet X imagerie, ben, c'est littéralement mon notebook. Fait que tout ce que je fais est intégré avec les dates. Fait que je sais exactement quand j'ai fait telle analyse, quand j'ai sorti, quand j'ai trié mes données, quand j'ai dû résoudre un bug, puis j'ai demandé à telle personne. Fait que c'est facile de retrouver tout ce que j'ai fait. Puis, au final, quand je partage ce livre-là à mon directeur ou aux collaborateurs, parce qu'il y a comme, mettons, 5-6 professeurs sur le projet, eh bien, c'est vraiment simple. J'envoie ça, écrivez vos questions. J'ai même intégré un truc pour annoter directement sur le livre. Donc, il y a différentes façons de pouvoir faciliter la collaboration et non que tous les gens ont besoin d'aller sur GitHub pour commenter. Donc, ça, c'est ce que j'avais à dire à propos de Bookdown. Fait qu'on a deux options pour. Oh, parce que c'est. Ouais. Pour la suite, je ne sais pas, Alexandre, je peux te faire choisir. J'avais le choix soit de montrer comment faire un book down puis de le mettre sur GitHub directement ou on collabore sur le fichier d'analyse que je viens de poster. Écoute, moi je dois t'avouer que la première solution me semble très intéressante. Les deux ont l'air très intéressantes. Je pense que la première peut être utile pour beaucoup de monde, mais je peux laisser la liberté peut-être aux gens de voter pour peut-être juste avec une valeur 1 ou 2 selon les propositions de Samuel, si vous souhaitez. Et puis écoutez, pendant qu'on répond, peut-être Samuel, si tu peux nous proposer à nouveau ton dilemme. Et puis, Ouais, pendant ce temps-là, je pourrais passer un rapide sondage entre deux. Fait que je vais te laisser, toi, Samuel, proposer le dilemme, parfait. laisser les gens voter dans le chat un ou deux pour savoir ce que les gens souhaitent faire. Et puis, après ça, je ferai passer un petit sondage. Parfait. Je vais juste envoyer le lien. Je ne sais pas, Denis, si c'était ce lien-là. Puis là, on peut collaborer sur plein de choses. Honnêtement, les slides, vous pouvez y aller, là, c'est samuelguay.ca atelier, mais on peut s'amuser à collaborer là-dessus si vous voulez. T'sais, là, on est sur les slides, euh, mais si vous avez vu une faute d'orthographe ou cette slide qui est atroce, oh, oh, oh. Cette slide, on peut faire comme si on faisait un projet, puis on se rend sur le répertoire, puis quelqu'un peut ouvrir un issue ou commenter, puis dire faudrait que tu arranges ça, puis on peut le faire en live, comment, puis avec un review process. Fait que dans le fond, ce que je vais soumettre sur GitHub, ben, les gens vont pouvoir le voir, puis commenter ligne par ligne. C'est un peu le même principe, dans le fond, ça va être le même principe qu'avec le fichier
unique que j'ai partagé la première fois avec Jamovi. Parce qu'à date, on a un vote, c'est Denis qui a parlé. Donc, Oui. Est-ce que vous aimeriez, c'est ça, m'adresser au public, est-ce que vous aimeriez collaborer sur un document ou est-ce que vous aimeriez créer un book down, par exemple, comme le propose Samuel? oh, il y a la compétition. Au 2-2. Ben, on peut collaborer sur un book down. Je veux dire, c'est faisable. Je dois avouer, Samuel, que c'est sûr que si ta proposition hybride de collaborer sur un book down, est-ce que pour toi, c'est jouable peut-être qu'on fasse un book down, puis qu'après Ouais. on ait une On page, puis va, qu'après on collabore dessus, peut-être? on va faire un book down le plus basic possible parce que j'ai un petit problème avec Git tantôt, puis je ne suis pas capable de le pousser sur GitHub, celui-là. Mais si, je peux vous le montrer par contre. Euh, fait que, en attendant que le débat se calme. Pendant ce temps-là, moi, Samuel, je vais passer un petit sondage. Oui, Ça va prendre 1 minute. C'est juste pour avoir un petit aperçu du public auquel on s'adresse. oh, Donc, je vais OK. lancer ce petit sondage. Il y a quatre questions rapides, si vous voulez bien le compléter. Parfait. En attendant, moi, je vais ouvrir. Moi, j'aurais une question pendant ce temps-là, Samuel. Oui. J'ai de la misère à voir un petit peu c'est quoi la distinction entre le book down et R Markdown aussi. Je vois que quand tu crées des fichiers book down, il semble avoir le parallèle en R Markdown aussi qui se crée. Ouais. Parce que je sais que dans R Markdown, tu peux faire aussi du HTML, tout ça. Puis, donc, j'aimerais savoir la distinction entre les deux. Ouais. Dans le fond, ce que vous voyez en ce moment, c'est généré avec le package Bookdown. Mais Bookdown, ce qui est en arrière, c'est des fichiers R Markdown. Puis là, c'est quoi des fichiers R Markdown? Ben, vous avez la lettre R puis Markdown. Là, c'est quoi Markdown? C'est un markup language, un langage juste pour si vous avez Slack, vous savez c'est quoi. Par exemple, ici, vous voyez, ça, c'est du HTML pur. C'est pas agréable à faire, à écrire, mais si on va dans l'index du fichier, ici, et bien là, on va descendre plus bas. Ici, on parle de Markdown. Fait que dans le fond, ça veut dire 2 étoiles, ça veut dire c'est gras. 1 étoile, si je faisais, mettons, ça c'est italique. Fait que c'est une syntaxe vraiment facile. Puis, comme c'est en caractère simple pour l'ordinateur à comprendre versus un fichier .doc, un fichier Word, ça, les ordinateurs détestent ça parce que c'est binaire. Puis, ils ne sont pas capables de voir les changements au fur et à mesure à chaque ligne. Alors que ça, c'est facile pour le lecteur. On sait qu'on met de l'emphase, mais quand on le génère en HTML, ça devient italique ou gras, par exemple. OK, fait que donc, tu utilises R Markdown dans tout ça, finalement. Exactement, c'est ça. Ah, OK, c'est bon. Parfait. Fait que dans le fond, pour générer cette page-là, c'est Atelier Sésame sur le partage en ligne. Puis là, c'est juste le template de quand on crée un book down. Bien, ce que j'ai fait, on va voir ici, dans le fond, tu sais, as le titre ici, mais tu vois qu'il y a. Ça, c'est un titre de grandeur. C'est le plus grand titre qu'on peut avoir, le H1. Puis là, on voit les différents trucs, puis on voit des codes. Bien, c'est la même chose qu'on voit ici. Là, j'ai customisé un peu, mais tu vois le code qui est ici. Puis l'image, c'était très, très simple à intégrer comme image. J'avais juste à mettre image cover. Donc, le but de la puissance de R Markdown, c'est vraiment d'avoir la description plus le code qui roule en même temps. Puis, c'est interactif. Fait que moi, si je veux générer cette image-là, je peux peser sur Play ici. Puis là, ça me donne une erreur. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, cette erreur. Mais on va faire un autre exemple. On peut faire n'importe quoi. Là. On peut enlever tout ça. Ah. On peut assigner X. Puis on va dire que ça vaut 10. Là. Puis print X. Je ne sais pas si en... Ça va plus simple. Fait que ça, je pourrais le rouler tout simplement. Puis là, ça me donne la réponse 10.
Fait que on peut développer notre code, on sait que ça fonctionne. Puis après ça, quand on fait on build ou on construit le livre en tant que tel, eh bien là, on sait que le code roule sur ma machine, mais sur une autre machine de quelqu'un d'autre parce qu'il faut qu'il roule au complet pour construire le site au final. Puis là, on peut avoir ici, ça fait peur un peu, là, mais le vrai dossier, c'est ici. Fait qu'on voit intro, mettons littérature, méthode. Puis ce qui est intéressant dans le livre que j'avais construit, mais que je n'ai pas encore poussé sur GitHub, c'est que j'avais intégré le tutoriel pour faire des Rain Clouds plots ou des graphiques. Puis là, il y a tout le code que les gens peuvent voir. Puis au final, là, on voit des super bar plots qu'on ne devrait pas faire. Puis là, ça explique comment faire des Rain Cloud plots. Puis là, il y avait un lien aussi pour l'article en tant que tel. Je peux même envoyer le lien dans le chat si ça vous intéresse. Puis, dans le fond, lorsqu'on descend en bas, là, ça commence à être des graphiques un peu plus intéressants. Puis là, on peut faire toutes sortes de graphiques à mesure répétée. Fait que c'est des graphiques souvent que les gens apprécient plus parce qu'on voit la distribution des points, on voit les barres, on voit, mettons, est-ce que nos données sont distribuées approximativement normales. Fait qu'il y a beaucoup plus d'informations entre ça. Donc, retenez cette image-là. Puis là, on s'en va en haut de la page et ça. Je veux dire, juste ça, ça informe le lecteur nettement plus. Bref, c'était juste un aparté. Mais dans le fond, ce document-là, si on retourne dans RStudio, eh bien, on arrive ici, puis là, on peut aller voir ici. Donc, c'est littéralement tout le code qui roule pour générer la page que je viens de montrer. Fait qu'on load nos packages comme d'habitude. On a des fonctions qu'on veut, des scripts R qu'on va apporter où on va sourcer. Puis là, c'est vraiment le code en tant que tel. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est sûr que j'ai copié-collé un truc, mais mettons, je peux le rouler. Je peux loader tout ça. Fait que là, j'ai mes groupes 1 qui ont été générés parce que dans le fond, ici, on vient simuler des données. Fait que c'est juste un data frame. Fait que là, ici, mais là, on pourrait produire la première image. Puis là, parce que j'ai mes settings désactivés, ça ne l'aura pas produit. En fait, on l'a savé. Fait que là, au lieu de juste la saver, P1, on va la faire sortir. Excusez, je vous ai envoyé un lien erroné. C'est un lien sur mon propre serveur. Mais Samuel, est-ce que tu pourrais nous montrer comment faire un book down, tu sais, genre peut-être juste un tableau de statistiques descriptives, n'importe quoi, puis qu'on puisse collaborer dessus pour donner une idée Oui, excuse, je me sens emporté dans les gens. Cloud Non, mais c'est correct. C'est passionnant. Je pense que tu pourras en parler pendant longtemps. Là. Fait que bref, tout ça pour dire qu'on peut rouler le code, puis c'est exactement le même code qui apparaît dans le book down. Fait que c'est ça l'intérêt, c'est de voir, OK, on peut mettre le code, on peut mettre les explications, puis un coup qu'on le fait, puis on le met sur GitHub, ben là, on va voir le potentiel. Fait que là, ce que je vais essayer, ce qui n'est jamais conseillé de faire, c'est une démo en live, juste parce que souvent, ça bug tout le temps, mais on va le faire. Donc, on va faire un nouveau projet. Ça va être plus simple. Je conseille tout le temps de faire des nouveaux projets parce que l'environnement de RStudio va tout être capté dans un seul et unique projet, puis vous n'allez pas avoir à vous mélanger avec le répertoire actif, là, le current directory. Donc, nouveau projet. On peut saver, c'est pas grave. Fait qu'on peut si vous avez un projet intéressant sur GitHub que vous voulez copier, vous pouvez le faire. Mais là, on va juste en faire un nouveau tout simplement. Puis là, si vous avez le package Bookdown d'installer, vous devriez voir ici Bookdown. OK. S'il n'est pas installé, c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Mais on pourrait créer tout simplement un projet avec un fichier R Markdown très simple. Là. Fait que, juste pour la forme. Puis là, ici, on va l'appeler je sais pas là. Pose méthode ou Sésame? Ah oui, c'est bon. Pause méthode. Pause méthode.
Quand vous savez vos noms, s'il vous plaît, mettez jamais de caractères spéciaux comme des accents sur vos lettres. Ça aussi, les ordinateurs détestent. Donc là, on a d'emblée, lorsqu'on crée le projet, RStudio nous donne tous ces fichiers-là. Ça peut faire peur, mais la plupart, ils ne dérangent pas. Book.bib, ce serait ici, si vous avez des références à mettre, mettons que vous êtes dans Zotero, vous exportez un fichier BibTeX, mais là, vous mettez toutes vos références là, puis à l'intérieur même du livre, vous faites juste A commercial, l'auteur, l'année, et ça va apparaître comme une vraie référence. Bref. Il y a plein de petites choses le fun là-dedans, mais là, on va commencer par... On va juste faire ça direct comme ça. Mais là, le problème, c'est qu'ici, intéressant. Je ne sais pas pourquoi Git apparaît. On va voir. Quand on crée un book down, il y a un fichier Git, il y a un répertoire Git qui se crée automatiquement. Puis on va juste checker. Ouais, fait qu'il y a vraiment un truc. Ah bon, tant mieux. Fait que là, ce qu'on va faire pour l'envoyer sur GitHub, ben, il faut dire à Git, j'aimerais ça que tu commits tous ces fichiers-là. Puis souvent, le premier commit qu'on va faire, c'est on peut utiliser l'interface dans RStudio. Wow. Fait qu'ici, on va tout prendre les fichiers. On va tout simplement faire commit. Et là, vous allez reconnaître un peu l'interface de GitHub de tantôt. Ici, il faut dire un message pour informer les futurs collaborateurs ou nous-mêmes surtout, qu'est-ce qu'on vient de faire. Là, comme c'est le premier commit, on l'appelle first commit. Donc voilà, c'est créé. Et là, en devenant que, avant même de pousser sur GitHub, je voulais changer l'index. Donc, on va mettre ici Sésame. Fait que là, le but, je fais juste ça pour montrer qu'ici, il y a eu des changements. Puis là, on pourrait voir les différences entre nos deux changements. Dans le fond, quand on arrive pour commit, Git, il détecte. Si c'est un fichier Word, il ne serait pas capable de détecter ça. Mais parce que c'est du fichier texte le plus basic possible, les ordinateurs de 1960 à l'an 3000, ben, ils vont tout le temps le détecter. Fait qu'ici, il nous montre en rouge, tu as effacé ça, tu as changé ça pour ça. Fait que là, on est très heureux. On peut tout mettre. Normalement, je ne recommanderais pas de mettre le fichier qui est généré, mais là, on va accepter. On va faire du bon franglais. On va marquer en anglais. Update, auteur. Donc là, j'ai commit ça aussi, mais là, on n'est pas encore sur GitHub. La voie la plus facile, on y arrive pour la collaboration, c'est d'aller directement sur GitHub, de créer le répertoire là, vide, puis après ça, de pousser les changements. Donc, on commence à connaître comment faire. Hey, j'ai le droit à combien de temps? Je viens de voir le temps. Bon, écoute, il nous reste un bon quart d'heure. Ah, on est relax. Ça va être une petite collaboration. Fait que là, ici, on a appelé... C'est pratique quand on appelle les choses de la même façon. Fait que je ne me rappelle pas comment on l'avait appelé. Pause méthode. Donc ici, j'ai 1 million d'affaires, mais je vais prendre Open Science Montréal. Donc là, Samuel, si je comprends bien, on a notre analyse dans R, puis là, tu es parti donc, sur GitHub, et puis après, on va, comme l'analyse, on va la faire rouler, puis via GitHub, on va la mettre en ligne. C'est bien ça? Oui. Puis là, on n'aura pas le temps, mais ça pourrait faire l'objet d'un deuxième atelier si les gens sont intéressés à ça. C'est une chose de le rouler localement sur son ordinateur, c'est une chose de le mettre en ligne, mais c'est encore mieux si, quand on le met en ligne, GitHub roule lui-même les analyses. Donc, c'est tous les facteurs qui sont liés à notre ordinateur, ou des fois, on oublie un objet, là, puis ça fait que tout marche. Mais quand tu arrives sur GitHub, plus rien marche. Mais ça permet de détecter est-ce que tout est valide. Puis tu peux même rouler des testeurs de code pour voir est-ce que ton code est robuste ou non. Fait que, ça permet de faire plein de... On appelle ça des checks là, pour
regarder est-ce que tout est correct, tout est en ordre. Si oui, je diffuse la nouvelle version en ligne. Sinon, ben, il t'envoie un courriel, puis là, tu es comme ah merde. Là, souvent, ça J'ai prend j'ai une une dizaine de question, courriels avant que ça. Samuel. Oui. Est-ce que ça veut dire que GitHub a son propre interpréteur R? Il y a tout ce que tu veux, même qu'on peut construire, si tu connais un peu les containers, soit Docker ou Singularité, on peut créer notre propre environnement au complet. Mais GitHub ou GitLab, ça s'appelle, maintenant, c'est les GitHub Actions, là, mais quand on parle d'intégration continue, on peut spécifier à GitHub, j'ai du code R. C'est encore plus simple si vous connaissez le package REnv, qui dans le fond, tu crées un environnement pour dans tes scripts. Mais oui, réponse courte, GitHub peut rouler du R, du Python, du JavaScript, Bash. Ça peut rouler tout ce qu'on veut, mais il faut y dire, il faut y indiquer. Si on va peut-être s'y rendre. On a 12 minutes, mais on va peut-être s'y rendre. Fait que là, on va juste créer ça comme ça. Puis là, c'est la partie intéressante. Puis on va voir si ça va fonctionner. Vous pouvez prendre HTTPS ou SSH. Si vous ne savez pas trop, restez avec HTTPS. Moi, c'est juste, ça ne me tente pas de mettre mon mot de passe tout le temps. Donc, ici, ça, c'est le lien vers GitHub. Mais là, nous, on a déjà notre répertoire sur notre ordi. Fait qu'on ne peut pas recréer tout en ligne. Fait que là, ce qu'on peut faire, le plus simple, le plus simple, ouais, c'est ça. De votre ordi, ça dépend si vous êtes quoi. Si vous êtes sur Windows, mes capacités sont un peu plus limitées à vous aider. Juste parce que Windows, c'est Windows, là, fait que sont tout le temps un peu à part. Tandis que les autres sont soit directement Linux, là, Ubuntu ou autre, et Mac, c'est plus facile. Mais je vais quand même faire l'exemple, mais c'est possible de le faire à partir avec le package Use This, mais je ne suis pas habitué de le faire directement au terminal. Fait que là, tout ce qu'il demande, dans le fond, c'est d'ajouter. Là, ce qu'on dit, c'est à Git, sache qu'il y a un lien sur GitHub qui est censé relier ton répertoire local à celui dans le ciel. Ben, dans le ciel. Dans le nuage. Fait que ça, là, il y a une autre ligne ici. Là, pourquoi mon bookdown tantôt il ne marchait pas? C'est à cause que ça buguait. Fait que si ça bug encore, on va peut-être falloir débugger. Ça semble fonctionner. Fait que là, on est heureux. Il nous reste tout juste une chose. Dans le fond, là, ce que je viens de dire, c'est juste de renommer ma branche parce qu'il s'appelait master sur local, mais il faut que je l'appelle main, simplement parce qu'on ne devrait pas appeler nos branches master puis slave, pour des raisons évidentes. Puis là, ici, ça, ce que ça vient dire, c'est on indique à Git de push la branche main sur origin. Origin qui est celle sur GitHub. Fait que là, on va voir ici, Git nous dit toutes sortes de choses. Et là, pas plus d'une seconde, si je refresh la page, tadam, tout est en ligne. Puis là, c'est la partie intéressante à vos claviers. Si vous avez un compte GitHub, vous pouvez tout simplement aller ici. Puis là, si on veut collaborer, ben, il y a des gens qui peuvent aller dans Issues, puis en ouvrir un. OK. C'est un peu d'odd quand on est le premier. Je vais marquer changer de titre. Je vais essayer d'accélérer la cadence. Tout simplement. Normalement, il faudrait détailler un peu. Mais là, chose intéressante, c'est qu'ici, c'est du Markdown. Fait qu'on pourrait dire changer de titre. Puis là, ça devient en gras. Anyway, c'est pas ça qui est important. Là, ce qui est fun, c'est qu'ici, on a un issue. Mais là, moi, je pourrais créer une branche puis là, pour changer de titre. Puis là, s'il y a des gens qui... Oh, j'ai déjà 3 issues. Hello, Samuel. Rajouter une référence. Bon, excellent. Fait que là, il y a 2 façons de faire. Si vous dites vous-même que vous êtes capable de vouloir intégrer, par exemple, une référence ou changer de titre, il y a 2 façons de faire. La plus simple, si vous voyez le bouton Fork ici, moi, je ne pourrais pas le faire parce que c'est mon propre répertoire, mais ben, je pourrais le forker ailleurs. On va aller dans Open Science Montréal. Fait que quand on fork, on crée
le même répertoire, mais à vous. Fait que ce que ça veut dire, c'est que vous allez pouvoir modifier des trucs, l'envoyer sur GitHub, puis après ça, me faire toc toc, est-ce que vous voulez accepter mes changements? Fait que là, mettons, ici, on peut le faire à partir de l'interface de GitHub. Par exemple, on pourrait créer, je vais aller changer dans l'intro. On en a dit changer de titre tantôt. Fait que le titre, il est dans Index. Index, c'est comme la page sur le dessus du livre. Fait qu'on pourrait modifier directement dans GitHub. C'est sûr, je recommanderais d'être plus à l'aise et de le faire directement sur votre ordi. Mais si vous voulez le faire, parce qu'il y a des gens qui veulent voir comment le mettre sur leur propre RStudio. OK. Je vais ouvrir un autre RStudio. Mais dans le fond, ici, vous avez un bouton vert, puis vous pouvez cliquer sur HTTPS. Puis là, ici, on a un lien. Fait que vous avez deux façons de faire. Je vais voir si je peux ouvrir un autre truc. Vous pourriez faire ici version control tout simplement, git, ça, pose méthode. Moi, il ne faut pas que j'aille à la même place. Je vais faire un autre truc. Blabla. Ici. Donc, là, on va ouvrir une nouvelle session, sinon ça va quitter mon projet. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que ça va downloader votre version, votre fork, sur votre ordi localement. Fait que là, on pourrait aller modifier index, puis dire mon ordi commence à rusher. Hey Samuel, c'est quoi le package pour installer Git justement sur RStudio? Est-ce que tu as installé Git sur ton ordi ou non? Non. Est-ce que tu es sur Windows ou non? Ouais, Windows. Oh. Ce que je recommanderais, puis ça va prendre plus que 2 minutes, non. Je vais t'envoyer un lien. Dans le fond, si tu vas sur le lien, j'avais fait une petite page là, qui est doc.OSU-Montréal. Dans ce lien-là, il y a toutes les étapes pour installer Git sur Windows. Normalement, ça fonctionne bien sans problème, mais ça se peut qu'il y ait des petits accroches. Mais si vous n'avez pas Git installé, vous pouvez le faire à travers l'interface de GitHub, tout simplement. Fait que là, ici, tout simplement, j'ai changé, voici un nouveau titre. Fait que techniquement, Git, il sait déjà. Donc, on va juste commit ce fichier. Là, on va voir si en 5 minutes, on a le temps. Changer. Souvent, on essaie de faire nos messages de commit. La première ligne, c'est tout le temps le titre de 50 caractères et moins, puis à l'indicatif. En anglais, ça fait plus beau, mais bon. Changer titre. Fait que, techniquement, le message de commit est censé indiquer c'est quoi les changements qu'on a fait. Fait que ça, c'est correct. Puis là, vous voyez ici, on n'a plus à refaire ce qu'on a fait tantôt parce qu'on a downloadé le répertoire directement de GitHub. Git est intelligent puis il sait déjà qu'il y a eu un changement puis qu'il est prêt à le pousser en ligne. Fait que là, on va juste faire push, tout simplement. Boy. On va faire un test. Mon mot de passe, il y a à peu près 52 caractères de long, donc j'ai pas aucune idée c'est quoi. C'est pas très long. S'il y en a qui le font en même temps, dites-moi si ça fonctionne ou non. GitHub. Là, si vous avez activé le 2FA, ça va faire. Ça se peut que ça va. Oh, ça a marché. Nice. Fait que là, ici, juste pour vous remettre en contexte, j'avais mon répertoire, mais là, j'ai cloné une fork, une fourche, avec le compte de Open Science Montréal. Fait que là, on va aller voir sur GitHub qu'est-ce qui se passe. Et là, fait que là, ici, il faut que je rafraîchisse la page. Fait que là, ici, on voit, il y a un commit qui est en avance sur le répertoire original. Puis, comment on sait le répertoire original? On voit ici, ça a été fork de mon propre répertoire.
Et là, ce qui est fun avec GitHub, c'est qu'ici, il sait qu'il y a une différence avec mon répertoire, mais en plus, il nous propose de faire une pull request. Puis une pull request, c'est quoi? Ben, c'est le principe de dire prends mes choses sur mon répertoire, puis mets-le sur ton répertoire original. Fait qu'ici, souvent, Git, il détecte ce qu'on a besoin. On voit les changements. Fait que là, on dit je crée une pull request. Fait que là, je change de titre. Je dis bonjour, j'ai. Ah, mon clavier est en anglais. Bon. Bonjour, j'ai vu que le issue numéro 1. Fait que ça, c'est simplement pour dire ça va linker dans mon répertoire. J'ai vu que le issue numéro 1 n'était pas fait. Bon. C'est plus dur en français. Je trouve les bons termes. Bon. Fait que là, on va faire ça comme ça. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'ici, il y a un suivi. Là, on est comme on est rendu sur mon répertoire. Oh, il y a même une deuxième pull request. Nice. Fait que je vais aller voir celle à, j'imagine que c'est Denis. Fait que là, ici, mais là, il ne m'a pas dit de description, mais il a changé un fichier. OK. Fait que là, dans les règles de l'art, je pourrais lui demander est-ce que tout le temps remercier les collaborateurs. Merci pour ta PR. J'imagine que c'est pour. Puis encore une fois, on peut faire ça. Rajouter une. Ah, puis là, elle est déjà fermée parce qu'on voit le petit rouge. Bravo. On va la. Pourrais-tu décrire? Bon. Juste pour la forme, je vais l'écrire comme il faut. Bon. Mais ça, c'est une chose, mais en fait, oui, il pourrait décrire ces changements, mais moi, je peux aller directement dans son code. Puis là, ici, oh, il a rajouté des références. Puis là, on peut le regarder, c'est quoi? Intéressant. Puis là, je pourrais. Ce qui est vraiment intéressant, puis c'est ça la partie le fun, c'est de dire prendre celle-là. Puis là, ici, si je clique puis je descends, ça va highlighter. Puis là, si mettons, j'aperçois qu'il y a une erreur ou peu importe, on pourrait tout simplement cliquer ici, où je pourrais juste commenter, mais ici, c'est que je peux suggérer des changements. Puis là, on pourrait dire, ben là, il n'y a pas vraiment de truc, là, mais mettons qu'on voudrait des majuscules. Oh. Là, vous dites, c'est quel genre de collaboration que c'est ça? Mais je veux dire, au début, ça prend des exemples simples pour comprendre qu'est-ce qu'on fait. Fait que là, ici, ça, c'est la suggestion, mais je pourrais dire, je pense que ça, c'est bizarre. Ah! Mon autocorrect. Je pense que. Ouais, on va le tweaker. J'ai un problème de. Je pense que c'est plus beau comme ça. Là, je vois l'heure. Fait que là, on pourrait faire une review de tout le code, mais là, c'est simple. Je vais juste ajouter ce commentaire-là. Puis là, si je ne me trompe pas, Denis va recevoir une notification sur GitHub. S'il refresh la page ou s'il va en haut ici, il va avoir toutes ses notifications. Puis, tant qu'à y aller, on va y aller. Puis là, ici, je sais qu'il y a plein de monde qui m'ont déjà écrit. Maintenant, on va retourner sur la PR. Ah, là, on voit plein de commentaires. Je l'ai fait. Oui, c'était pour numéro 4. Fait qu'ici, on voit le issue. Puis, on voit que c'est en lien avec la pull request. Fait que là, moi, ce que je peux faire quand je vais ici, mettons qu'on va aller continuer là. Fait que là, ici, on voit ce que moi j'ai commenté. Fait que c'est vraiment facilement. Puis après ça, dans le code, on peut pointer encore vers ces trucs-là. Fait que ça permet vraiment de suivre à la trace qu'est-ce qui se passe. Fait que là, je vais juste la commit, tout simplement parce que je vois qu'on est overtime. Puis là, ça. Fait que là, ici, je peux la merger dans mon propre répertoire. Fait que là, ici, on voit un petit truc mauve. Et là, si on s'en va dans mon répertoire officiel, on voit ici qu'il y a un nouveau nom, update auteur.
Il y a le petit fichier. Update BookBib. Ça, c'était le truc à Denis. Mais là, il ne faut juste pas que je me trompe de truc. Là, moi, sur mon ordi, j'ai plus les changements. Là. Si je vais dans BookBib, j'en ai juste une. Fait que ce que je dois faire, c'est dire à Git, emmène-moi les changements qu'il y a eu sur GitHub. Donc, on va downloader les fichiers. Puis là, comme par magie, mon ordi il détecte automatiquement les nouveaux fichiers. Donc, on voit ici, puis on devrait même voir les changements que j'ai faits ici. Fait qu'on voit que les majuscules ont été aussi ajoutées. Fait que là, on pourrait s'amuser. Là, ici, on peut voir l'historique. Fait que là, on pourrait voir exactement la branche que ça a été emprunté. Puis là, on voit qui commente, l'adresse courriel. Fait qu'on peut vraiment suivre qui fait quoi. Tu sais, des fois, dans un code, on peut se partager le fichier dans 1000 courriels. Puis là, c'est qui a fait cette ligne-là qui était vraiment pas correcte ou qui était vraiment exemplaire puis qu'on aimerait donc pouvoir approfondir. Mais on ne sait même pas c'est qui, alors que là, on peut facilement suivre qui fait quoi. Puis là, c'est pas mal ça. Fait que ça, c'est une chose. Je ne sais pas si je vois qu'on est overtime. J'avais clairement trop préparé de choses. On peut essayer de le mettre en ligne. Tout le monde, vous pouvez essayer même parce que le fichier book, il est là. Fait qu'on va voir. Je ne suis pas certain que ça va fonctionner par contre. J'aurais peut-être pas dû proposer. Voyons voir. Parce que le plus simple, c'est de faire, comme on discutait tantôt, là, de faire rouler GitHub, R dans GitHub, puis dire prends les pages, puis fais-le. Mais on pourrait, en étant plutôt paresseux, changer ici le nom du book en tant que tel. Puis pendant que je le fais, vous pouvez poser des questions. Là. Je ne sais pas s'il faut que ça tire à sa fin ou pas. Là. Je ne vois pas vos visages. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais renommer le fichier _book pour que ça soit que ça contienne tout ce qu'on a besoin. Parce que je suis paresseux, je vais juste le faire comme ça. Samuel, tu permets une question? Oui, oui. Oui, je me demandais, juste pour les fins d'illustration, parce que là, tu montres bien les principes, le potentiel de l'outil. Est-ce que tu auras un exemple, par exemple, de page où tu as un rendu visuel, où tu as une série d'analyses qui a été réalisée avec des gens qui ont fait des commentaires, etc., pour montrer à quoi ça ressemble au final, en fait? Hein? Oui. Ce sera pas très long, je vais juste faire ça. Donc, on va retourner sur Internet. Ah, parce que là, j'ai changé de nom. Mais là, ça devrait fonctionner. Juste pour le fun, on va le faire. Puis, dans le fond, je peux montrer un livre. Il y a un article qu'on a écrit. C'est un article de 4 pages. C'était un peu cacophonique, mais on était 200 auteurs. Puis, ça l'a émergé vers un Jupyter Book, qui est un peu le même principe, mais on utilise vraiment ce principe-là. Puis, même qu'il y a certaines branches qui sont protégées. Fait qu'on n'a même pas le droit de modifier directement. Il faut faire approuver par 3 réviseurs qui approuvent, qui font des commentaires avant que ça soit intégré au projet principal. Fait que je vais juste m'assurer que ça fonctionne si les gens veulent le faire de chez eux. Techniquement, ça devrait fonctionner. Fait que si on dessin, il devrait me dire ça, c'est là. Bon, des fois, ça bug, là, je ne sais pas trop pourquoi. GitHub, il est un peu lent. Là, si je comprends, Samuel, en principe, là, on devrait voir comme la page, et puis voilà. Tu pourrais la partager, c'est ça? Ben ça, vous pouvez aller à samuel.guy, pause méthode, puis c'est notre collaboration ensemble. OK. Puis il me semble que nous, on peut commenter ce fichier-là, ou non, il faut aller dans GitHub? Vous pouvez aller dans GitHub. Je peux vous montrer. Si je peux vous montrer un exemple.
J'ai souvenir que tu m'avais montré quelque chose, là, justement, où on Ouais. voyait le Mais tu sais, morceau de est-ce que vous code qui compilait. connaissez Hypothesis sur les serveurs de preprint? OK, je vais vous montrer. Je vais réouvrir. C'est bon, c'est quel? Ça. Ah! Index. Ah, c'est parce que je suis pas à la bonne place. Index. Open. Oh, mauvais fichier. C'est ça que ça fait le problème d'avoir trop de répertoire en même temps. Je l'ai peut-être même fermé. Parce que sur l'exemple que j'avais fait puis que je vais travailler, là, si les gens veulent le prendre comme template, je l'ai intégré. Donc, je vais juste me rendre à la bonne place. Mais il y a un plugin qu'on peut ajouter, puis les gens ont juste besoin de highlighter, un peu comme sur un Medium, là, les gens peuvent highlighter et faire des commentaires, mais Oui. c'est un peu le même principe. Et là, parce que je parle, j'ai la misère à faire deux choses en même temps. Awesome. Où es-tu? Atelier, Sésame, ça, index. Enfin, on va retourner dans celui qu'on était tantôt. Puis, ici, là, ça, c'est moi qui ai customisé ça, mais je peux vous envoyer le code si vous voulez le faire. Là. Mais vous voyez que là, j'ai juste un petit truc. Parce que Oui, on a vu qu'on pouvait annoter, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, mettons qu'ici, bon, je montrais qu'on pouvait intégrer des présentations. Fait que dans le fond, ma présentation, je vais pouvoir l'intégrer. Mais, mettons, on va aller voir ici. Là. Puis là, ici, bon, on pourrait highlighter. Puis ça, c'est le petit truc ici. Ça s'appelle Hypothesis. Puis, on peut avoir soit des groupes privés ou publics. Puis ça, c'est souvent facile, justement, les gens qui sont moins à l'aise sur GitHub pour aller commenter directement à l'endroit. Ben, c'est une façon qui est quand même accessible. Il faut juste se connecter. Mais un coup qu'on peut faire ça, on peut annoter. Puis, toutes les annotations que nous, on fait personnellement, ben, on les a. Puis, même qu'on peut se loader le plugin sur les sites qu'on veut. Fait que on peut tout enregistrer sur quoi on a annoté. On peut highlighter, mais là, évidemment, il faudrait que je me connecte. Mais ce truc-là, là, c'est 2 lignes de code pour l'avoir sur notre bookdown en tant que tel. Ah, wow. Ok, Donc, ça veut dire, Samuel, que par exemple, moi, je suis un peu extérieur à. J'ai pas GitHub, tout ça. Toi, tu pourrais m'envoyer le lien vers ce fichier-là, puis moi, je pourrais l'annoter. Ouais. Si le bookdown il est sur GitHub, mettons sur Ok, celui qu'on vient de faire, de collaborer ensemble, mais là, lui que je monte en ce moment, si je refresh, là, vous allez voir que c'est local. Là. ok. Fait que c'est pas en ligne. Fait que, tu sais, oui, La moi, je version en pourrais ligne. annoter, mais essaie d'aller sur ton lien, ça ne marchera pas là, dans Ok. ton furteur. Mais, donc, ce qui est intéressant, moi, je trouve ici, c'est que toi, l'étudiant en question est compétent là-dessus, tu es capable de partager ton matériel, de le mettre à jour au besoin. Tu veux partager ça avec ton comité de thèse, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec GitHub. Les gens peuvent très facilement avoir accès à ton matériel, le commenter sans forcément avoir la connaissance technique détaillée du fonctionnement de GitHub. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant le potentiel de ça. En fait, n'importe quel novice, une fois qu'il se connecte, peut aller avec cet outil très simple, ouais. mettre des commentaires, par exemple. Puis, ce que moi, j'adore, que je déteste, le problème, c'est que si tu envoies un manuscrit à 15 collaborateurs, là, tu reçois 15 copies différentes de Word avec des commentaires à droite et à gauche. C'est interminable. Alors que là, au moins, les gens voient les commentaires des autres. C'est un peu le même principe qu'un Google Doc, mais que les gens soient plus à l'aise d'annoter, comme ici, je suis sur PsychArchive, mais on voit le même petit bonhomme. Fait ici, si vous vous connectez, bien, vous pourriez highlighter. Puis là, tout le monde qui lit l'article peut voir les commentaires de tout le monde. Euh, c'est un peu le même principe que vous pouvez recréer à l'intérieur même de vos documents de travail. Puis ça, justement, pour les comités de thèse ou toutes sortes de documents que vous devez réitérer, ben, je pense que c'est une solution qui est aussi pratique pour les gens qui sont à l'aise techniquement parlant et les gens qui sont plus à l'aise là, de juste highlighter. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut suivre la conversation. Quelqu'un qui me fait un commentaire, ben, l'autre personne peut commenter. Donc, ça évolue. Ça ne reste pas juste un document fermé, puis là, qu'on essaie d'intégrer les documents, les commentaires à un autre. Puis, avec tout ça, c'est qu'on suit l'évolution
Git, il va avoir tout l'historique en tant que tel. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser Git pour utiliser Hypothesis. Là. C'est 2 logiciels différents. OK. Je crois que Denis a la main levée. Oui, Denis, une question. Là, tu m'as un petit peu perdu, tu es allé vite. Donc, Excuse. Hypothesis, c'est complètement séparé, mais il faut se loguer, puis à partir du moment où on se log, on peut annoter des textes, mais il faut que le texte soit aussi sur Hypothesis ou il manque une couche, là? Dans le fond, les sites web peuvent le mettre, mais si je ne me trompe pas, on peut tweaker. Mais bref, on n'ira pas dans cette piste-là. Là. Mais comme sur PsychArchive, où il me semble que c'est tous les serveurs de preprints du COS, ils ont un hypothesis public comme ça. Fait que ici, si moi je commente, ben, tout le monde va le voir. Là. Puis quand je dis ces 2 entités séparées, c'est juste que comment intégrer Hypothesis sur un site web, c'est une ligne de JavaScript. C'est une ligne qu'il faut ajouter dans notre site web. Puis ça fait la magie toute seule, en fait. Là. Puis oui, le compte reste le même. Une fois qu'on est logué, on peut commenter, on peut voir les notes. Puis on peut créer différents groupes. Mettons, moi, pour mon lab, j'ai créé un groupe spécifique. Fait que juste les gens du lab qui ont accès. Excellent. Je sais pas, est-ce que les gens voulaient voir l'exemple sur GitHub concret? Qu'est-ce que ça a l'air? Ben écoute, si on a la disponibilité, moi j'avoue que je serais très curieux de voir ça. Ça ne me dérange pas, là, je peux le montrer. Tu sais, là, mettons, ça c'est le Jupyter Book en question. Fait que si on va voir, là j'ai des boutons dans les jambes. Le livre en question, c'est un peu le même principe de livre, là, mais c'est juste que c'est créé avec Jupyter Book. Souvent parce que le monde en neuroimagerie, on utilise plus Python que R. Mais bref, il y a toutes sortes de trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution des trucs. Fait que là, ici, on voit quelqu'un qui a fait une pull request, donc qui a voulu faire intégrer ces changements. Mais on voit que là, ici, il y a 2 personnes qui se sont fait demander pour réviser le code en question. Ici, tu as Valentina qui commente. Puis là, elle parle de différents issues. Fait que les issues, c'est les problèmes ou les places pour discuter. Fait que là, ils ont une petite discussion. Là, il y en a une qui demande à Complex Brains de réviser. Fait que là, ça continue. Là, quelqu'un d'autre personne n'y a demandé, mais il a vu la discussion. Il est allé donner son avis ou parler. On peut mettre des emojis. Fait que moi, je suis très d'accord. Fait que là, je mets un pouce en l'air. Fait que là, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a d'autres pull requests qui ont parlé de cette façon, de cette migration vers le répertoire central. Puis là, on voit aussi les changements qui ont été ajoutés. Puis là, on voit dans le code, il y a quelqu'un qui en l'aide, puis il dit « Ah non, ça devrait être différent. » Puis là, il mentionne pourquoi. Puis là, on pourrait, si jamais il y a un problème avec une ligne de code, bien là, à un moment donné, quand c'est réglé, on peut juste resolve, fermer la conversation. Concrètement, ça, c'est vraiment une grosse PR parce qu'il y a beaucoup de changements et il y a beaucoup de commentaires, mais des fois, c'est relativement simple. Mais là, on voit qu'ici, il y a quelqu'un qui a demandé, mais qui a commenté, mais qui n'a pas dit si c'était autorisé ou non. Puis là, quand je parlais des checks, techniquement, ici, on voit qu'en fait, c'est bloqué. Fait qu'il n'y a même pas de souci par rapport à ça. Je ne sais pas si ça répond aux attentes, Michael, si tu voulais voir plus de... Non, c'est vraiment intéressant. Là, c'est sûr que moi, je suis pas familier avec l'outil, donc il y a beaucoup de choses. Si je voulais le répliquer, là, ça me prendrait quand même un certain temps. Mais ce que moi je trouve intéressant, et c'était l'objectif de ta présentation ici, c'est de montrer à des gens qui connaissent pas forcément cet outil et ce que ça permet de faire. Puis je veux dire, quand on connaît pas quelque chose, c'est sûr que de dire c'est ça le potentiel que ça. Moi, ce que je vois, c'est que c'est sûr que pour des petits projets, c'est sûr que l'investissement en temps
tu vas pas faire un truc qui est comme overkill, là, parce que tu peux passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est un outil quand même où tu peux assez facilement mettre en ligne un certain nombre de fichiers pour avoir des commentaires, choses comme ça. Puis c'est une plus grosse équipe, c'est là que ça devient vraiment très fonctionnel parce que effectivement, comme tu l'as mentionné, diffuser un fichier, avoir 53 versions différentes, intégrer les commentaires, c'est là que la perte de temps, c'est débile. Puis après, tu te rends compte que tu as passé genre des fois un jour de travail dessus, merde, j'ai pas travaillé sur la bonne version. Là. Puis là, donc, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça a donné comme un avant-goût de ce qui est possible de faire avec ça. Là. Merci. Hein. Puis aussi, l'autre aspect que je n'ai pas parlé, mais tant qu'à parler de GitHub, c'est que tous les sites que vous pensez ou que vous voyez souvent en science, c'est qu'ils sont hébergés à même GitHub. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Mon site personnel, c'est ça. Bon, notre site pour Open Science Montréal, il fait un peu pitié parce qu'on est en train de le refaire. Mais comme vous voyez ici, le github.io, ça, c'est un site GitHub, là, tout simplement. Puis c'est juste que c'est notre site, puis là, éventuellement, on va le mettre en ligne pour vrai. Bien, il est en ligne, là, si vous y allez, vous allez voir. Mais c'est plus une version .1, disons. Fait que, il y a vraiment du gros potentiel. C'est sûr qu'il ne faut pas essayer de faire tout en même temps. Parce que là, ça devient trop enivrant, puis on fait juste sacrer. Mais même si pour vous, personnellement, moi, je l'utilise même moi pour mes notes, mon labbook personnel, ben, à chaque jour, il s'update automatiquement. Fait que j'ai tout le temps une version backup. Ça, c'est la partie qu'on ne parle pas, mais tout ce qui est sur GitHub, c'est un backup automatique que vous n'avez plus vraiment besoin de vous soucier. Puis, si je travaille sur mon laptop, j'ai accès. Mais si j'arrive sur ma tour à mon laboratoire, je fais juste git pull. Puis, je suis rendu avec les dernières versions de changement que j'ai poussées sur GitHub. Fait que, j'ai plus besoin de transférer des fichiers à droite, à gauche. Tout se parle sans que j'ai besoin de mettre des trucs sur des contenants physiques en tant que tel. Ah non, c'est clair, Samuel. Moi, je vois même sans forcément. Je pense que même si on n'est pas une grosse équipe, on voit. Bon, ben, j'envoie un fichier de résultats et puis la personne m'envoie ses commentaires par courriel et puis 2, 3 semaines passent, puis on discute, puis on parle de résultats qui ont déjà été faits par le passé, mais seulement comme la personne, elle l'a pu en visuel devant elle, ben, je lui renvoie à nouveau le fichier. Ça évite ce genre de situation où c'est ça, échange de courriel. Là, on est tous sur la même structure. Je pense qu'il y a un certain investissement peut-être à faire, mais au final, il y a un gain pratique considérable à fonctionner de cette façon-là. Là. Moi, j'ai une question, Samuel, avant de quitter. C'était super intéressant. Honnêtement, j'en aurais pris presque une formation un peu plus longue là, pour voir un peu plus en détail différentes étapes. Là. Il y a plusieurs, encore des trous, là, des choses qui m'échappent, mais là, on a travaillé avec Bookdown, c'est bien. Tu sais, Markdown, je l'utilise. Je fais des notes de cours avec, j'utilise sa fonction PDF, puis c'est vraiment pas optimal. Là, je pense que je vais migrer vers HTTPS là, pour plus mettre des R Markdown sur le site. Parce que l'aspect d'avoir tout en HTML, c'est que là, pour tes cours, il faut que tu envoies ton PDF d'avance. Mais là, si tu dis aux gens, c'est en ligne, tu peux l'updater 1 minute avant ton cours, puis c'est correct. Oui, puis le formatage, il se fait mieux aussi. Des fois, il y a des problèmes avec la fonction PDF, mais moi, je travaille surtout avec des syntaxes, des scripts. Puis, je voulais voir juste rapidement, là, on peut-tu justement utiliser des scripts puis faire justement des push sur GitHub sans que ce soit nécessairement des book down? Ah oui. Dans le fond, là, mettons, je vais prendre ce répertoire-là qui est la documentation que j'ai envoyée là, pour installer Git et tout ça. Mais dans le fond, Git, ça va prendre en compte tout ce que tu lui dis dans son répertoire. Fait que ce soit du texte, que ce soit des images, même si c'est binaire, ça aime moins ça. Ça peut être n'importe quoi que tu y dis, traque l'évolution de ces fichiers-là. Fait que si c'est juste des scripts, mettons qu'on va aller dans le code ici, là. En gros, ça, on parlait de Blockdown, c'est un truc en Hugo, mais si je vais dans mon fichier de content, c'est juste des fichiers Markdown. Là. Fait que si, mettons, on va aller en anglais. Non, on va aller en français. Mettons Sésame. Ben, tu sais, c'est juste du Markdown bien ordinaire, là. Avec un GIF à la fin. Mais il n'y a rien qui empêche de voir du code. Puis là, tu veux voir du code.
Ouais, des fichiers script, tu sais, vraiment pas en R Markdown, rien, juste un bon vieux script, là. Mettons, bon, social data or script paper. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui nous sort. Démo live. Mais Encore. ton script, mettons dans R, là, j'imagine peut-être, Joël, c'est ça que tu veux dire. Ton script que tu as dans R, là, tu peux le passer en Markdown sans problème non plus. Là. Oui, c'est dans le fond. Voilà. En fait, tous les packages dans R sont sur GitHub. Tu sais, quand ils disent là, installer la version développement en développement, là, c'est DevTools, GitHub, ben, c'est tout le temps ça. Mais bref, là, tu veux du R. Fait que ici, il parle de script. Fait qu'on va aller voir ça. Puis tu sais, si jamais vous essayez de faire une analyse et vous n'êtes pas capable de trouver comment faire, ça m'arrive des fois de marquer juste dans GitHub les mots-clés. Puis il y a quelqu'un, c'est donc bien d'adon, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Fait que là, je peux m'inspirer comment faire. Fait que là, ici, tu vois la personne, elle a son script R qui est ici. Puis là, si on est chanceux, il va avoir une historique. Si on n'est pas chanceux, il va juste en avoir eu un. Ah, tu vois, ici, il y en a deux. Elle le commit, puis il y avait un typo. Fait que là, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est cliquer sur ça, puis on peut voir qu'est-ce qu'elle a commit, puis on voit les changements. Fait que ton fichier, ton script R, juste qui est .r, ben, il traque parce que Git, tout ce qui est caractère, il aime ça. Tout ce qui est fichier doc ou Word, il déteste. Mais ça, c'est chaque espace est un caractère. Je veux dire, tout est encodé sans problème. Ouais, c'est ça, que ce soit R ou R Markdown, c'est le même principe finalement. Oui, que ce soit un fichier syntaxe SPSS, SAS, HTML, un point texte, Bash, tout ce que vous voulez, en fait, c'est des fichiers texte. Du code, ça reste que des caractères un après l'autre. C'est juste qu'on a un interpréteur qui fait de la magie avec, selon le langage. OK. Ben, écoute, Samuel, ton temps et tes démonstrations, c'est vraiment apprécié. Je pense que là, ça a clairement concrètement démontré le potentiel de ces outils-là et comment ça interagit. Donc, moi, je clôturerai la séance là-dessus. Moi, qui est peut-être une dernière question, mais je pense que ça démontre. J'ai juste une dernière question, Oui? Samuel. Est-ce que j'ai manqué le début là? Est-ce que ça se fait aussi ça se ferait avec Python ou c'est juste Ah ben c'est drôle, check. On a l'exemple idéal ici. ok. En fait, GitHub, c'est la plateforme la plus importante dans tout ce qui est pour gérer du code, les versions de code, puis partager en ligne, puis collaboration en ligne. Mais ici, c'est le tutoriel que j'ai mis là, de Rain Cloud Plots. Mais ça, c'est le répertoire en tant que tel. Fait que dans le fond, moi, ce que j'ai fait tantôt, c'est que j'étais allé copier ce qu'il y avait dans le tutoriel R. Mais si on voulait faire les mêmes graphiques en Python ou en MATLAB, on pourrait tout simplement aller cliquer là. Puis là, on voit que ça a été touché il y a 2 ans. Mais c'est c'est un Jupyter Notebook, mais ça reste que techniquement, GitHub est capable de le rendre comme du monde. Fait qu'on voit le code Python ici. C'est le même principe que R Markdown, mais version plus Python, si on veut. Ok, super, Fait que, merci. peu importe le langage, ça fonctionne. Il n'y a aucun danger. Un fichier CSV, on peut downloader des fichiers. Si vous voyez, mettons, SimDat, puis vous voulez le faire dans R, ben, vous pouvez cliquer dessus. Vous ne pouvez pas prendre ce lien-là, mais si vous cliquez sur Raw, vous pouvez downloader, dans R, vous pouvez dire read CSV, puis mettre cette adresse-là, puis il va downloader les données. Oui. Puis, juste pour démontrer le potentiel, si vous faites j'en parle un peu dans le MOOC qu'on a construit avec Éric Lacourse, avec les données COVID, ben en fait, sont toutes hébergées sur GitHub directement. Fait que si on fait COVID Canada, je ne sais pas trop. Quand on cherche sur GitHub, l'affaire qu'il faut faire attention, c'est de ne pas chercher à travers même son propre répertoire. Il faut chercher à travers tout GitHub. Fait ici,
si vous voulez vous amuser, vous pouvez downloader les données directement. Là. Fait que là, ici, vous avez les données officielles, puis ils tiennent à jour. Fait que là, on a, mettons, les données du Québec. C'est pas le bon répertoire, mais vous pouvez le trouver. Je ne dois pas répandre des fausses rumeurs. Mais bref, vous pouvez trouver toutes sortes de données, faire ce que vous voulez, puis trouver les gens, ils publient tout sur GitHub. Fait que vous pouvez voir des scripts ou souvent, le monde, ils rendent disponible leurs trucs pour faire des graphiques. Fait que vous pouvez vraiment vous inspirer du code déjà utilisé. On a Denis, pardon, Samuel, on a Denis qui nous dit qu'il faudrait une demi-journée par outil. Je suis assez d'accord avec cette idée-là qu'il y a de la matière, je pense, à développer là, pour rendre ça. J'ai déjà donné un atelier dans mon labo à mes étudiants sur juste GitHub. Puis après 1 heure, on couvrait après les basics. Là, il y a plusieurs notions à réaliser. Tu es passé vite sur le clonage, le refusionnage, les issues. Mais juste ça, pour bien maîtriser ça, ça prend un atelier en entier. Je voulais te remercier beaucoup. Ça a été hyper rapide. Tu as couvert beaucoup de choses. Ça permet juste d'avoir un glimpse de ce que ça pourrait être, tout ça, plutôt que de dire « Now I know how to do Kung Fu ». Non, le but, c'était pas ça. C'était juste de vous exposer un peu à ce qu'on peut faire, puis graduellement intégrer plus de choses. Je suis tout à fait d'accord. De toute façon, à 1 heure, c'était irréaliste de faire plus que ça. Là. J'ai une question. J'ai vu plusieurs, ça n'a pas rapport vraiment, là, mais j'ai vu à plusieurs moments où tu es passé par-dessus un tutoriel sur les Cloud Plots. C'est-tu un tutoriel que toi, tu as fait? Non. C'est... C'est le document que tu nous as envoyé tout à l'heure. Oui. OK, c'est bon. C'était sur le répertoire là, de... Non, c'est correct. Merci beaucoup, en tout cas, pour tout ça. C'était très intéressant, très stimulant. J'aurais une question. Moi, cette année, j'ai deux nouveaux étudiants qui arrivent, qui commencent leur doctorat. Pas d'expérience en programmation. Je dois compter combien d'années avant qu'ils soient à l'aise? Si maintenant je peux me prendre en exemple, là. J'ai aucun background en computer science. J'ai commencé à coder-ish quand j'ai commencé mon doc, peut-être. Et là, est-ce que tu peux nous dire à quelle année de doc t'es rendu? Ouais, là, c'est un peu parce que j'ai le doc à mi-chemin. T'as mal formulé ton affaire, là. Ouais. C'est que faut y aller graduel. Je pourrais... il y a un article dans Nature qui est excellent sur comment automatiser ces trucs. Mais tu sais, moi, ça a été par nécessité parce que je fais beaucoup de neuroimagerie, puis je me suis rendu compte que tu ne peux pas faire la neuroimagerie sans vraiment savoir coder. Puis après ça, c'était justement de voir le potentiel de pouvoir tout automatiser. Tu sais, aussi simple que nettoyer ces données. Maintenant, j'ai des nouvelles données physiologiques. Là. Je les roule dans un pipeline, puis tout est fait. Ça me flag qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut que je check. C'est juste magique. Tu sais, je peux automatiser des backups, je peux tout faire. Je suis d'accord avec ça. Aucunement expert, par contre. Là. Combien d'années il faut espérer? Moi, ça dépend de leur vigueur. J'en ai des nouveaux à chaque année. Tu sais, si à chaque année, ils rentrent et ils sont désespérés, je fais comment pour les intégrer? Alexandre rigole, là, mais... Non, mais c'est vrai. Puis c'est un des éléments que surtout les gens en psycho, je dirais, on ne vient pas d'un background où on se fait montrer ça. Mettons, à l'UDM, je pousse fort, puis éventuellement, ça s'en vient. Il n'y aura plus d'enseignement dans SPSS. Ça va être que dans R. Tout simplement pour habituer. Puis c'est pas que les étudiants ne sont pas capables. C'est juste qu'on ne se fait pas enseigner d'emblée, tu sais, au départ. Fait que là, on vient avec une béquille, puis après ça, c'est dur de se faire dire « Ouais, mais tu sais, dans R, tu fais ça. » T'es comme « C'est quoi R? » Juste pour vous donner un exemple, hier, pas plus tard qu'hier, j'utilise, c'est pas Book Down, c'est Package Down. C'est un module un peu équivalent pour un package R avec Git, je le push sur le GitHub, tout va bien. Puis là, pour le tester, j'utilise un serveur automatisé, Travis.ci. Puis là, ça ne marchait pas. Pourquoi ça ne marchait pas? Ça m'a pris la journée complète pour trouver qu'il y avait un code UTF-8 qui avait été inséré. C'est même pas moi qui l'ai tapé. J'ai copié-collé une référence de Nature, justement. On parle de Nature depuis tantôt. Là. Je l'ai copié dans mon bibtext. Puis là, ce code-là a été refusé.
Puis là, j'ai comme 75 fichiers. Comment je fais pour le trouver? Ça m'a pris la journée en entier. Il a fallu que je me trouve un General Regular Expression Parser pour scanner tous les fichiers un par un avant de me dire la ligne 14 du 377e fichier, il y a un code UTF qui n'est pas reconnu. Mais Je donne ça à mon étudiant qui rentre au doctorat. Ça prend combien de jours avant qu'il se mette à pleurer? Pas longtemps. Pas longtemps, dépend. hein? Oui et non, parce que ça dépend vraiment. Ce qu'on devient meilleur, je pense, c'est notre capacité à googler ou à chercher sur Internet les bonnes choses. Aussi stupide que c'est parce qu'on n'est jamais les premiers à avoir le problème. Je t'assure que je n'étais pas tout seul. Là. Google était derrière moi et néanmoins, ça m'a quand même pris la journée. Là. Mais, ouais, et j'ai un bac en informatique. Là. Je ne pars pas de zéro. Là. Mm-hmm. Je connais super ça. Là. Puis c'est un peu drôle parce que, mettons, la petite présentation toute bête, là, ça, là, ouais. c'est basé sur reveal.js. Puis je suis zéro en JavaScript. Là. Puis ça, c'est basé. Juste pour faire une histoire courte, peut-être ça va motiver tes étudiants. Ça, il y a une version 4.1, puis RStudio n'ont pas updaté depuis, je pense, c'est 5 ans. Là, mettons ça, c'est l'autre problème. Là. Mais moi, j'ai jamais fait ça. Je me suis rendu sur GitHub. Là, on va voir sûrement dans mon historique. Ici, RStudio, parce que tous les packages sont disponibles sur GitHub. Là, je me suis dit, attends une minute, il doit y avoir façon d'updater ça. Fait qu'au final, j'ai forké le truc. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres mondes ici. C'est la beauté de GitHub, c'est de pouvoir collaborer tout le monde ensemble. Puis tout le monde a un niveau différent. Mais ici, il y a quelqu'un qui avait dit « Ah, ça serait le fun qu'on pouvait avoir l'upgrade 4.1. » Puis là, lui qui dit « J'ai jamais fait ça, mais il semble avoir tout dans ce fichier-là. » Fait que là, finalement, je me suis dit, il fallait que je travaille sa présentation. Je me suis dit, quoi de mieux que de déboguer quelque chose au lieu de travailler sa présentation? Fait que finalement, oui, ça m'a pris 3 jours pour y arriver, mais j'ai réussi à le faire. Puis au final, les gens veulent que je fasse une PR sur le truc de RStudio, éventuellement. Fait que v'là 3 ans, jamais j'aurais fait ça. Peut-être v'là 2 ans non plus, v'là 6 mois non plus. Mais juste parce que je baigne continuellement, puis qu'il y a des gens qui encouragent, c'est vraiment important, je pense, qu'on ne se sente pas tout seul. Puis Open Science Montréal, c'est un peu pour ça que j'ai parti ça. C'est juste que, surtout en psycho, on est un peu tout le monde dans notre coin. Là, puis on pense qu'on est tout seul à avoir des problèmes, puis à je ne peux pas savoir comment. Tout le monde travaille sur son code R sur son côté, puis on a peur de que les gens voient nos erreurs, puis tout, mais ça devrait être le contraire. On devrait être content que les autres trouvent nos erreurs, parce que ça empêche d'aller trop loin avant d'avoir une erreur, puis d'avoir, mettons, au final, rétracté un papier. Puis, ça m'amène sur un autre sujet qui est, tu disais tes étudiants qu'il ne faut pas qu'ils se désespèrent, puis tout ça. Ça fait plusieurs mois que je mijote l'idée de lancer soit du tutorat ou du mentorat expressément pour ce genre d'étudiants-là. Un peu un genre de Uber, mais pour du tutorat. Que ce soit entre étudiants, pour que ce soit plus enrichissant pour nous. Peut-être qu'on va s'y rendre, peut-être que non. Bref, c'est un vœu que je lance dans l'univers comme ça. Mais c'est sûr que le point de Denis, il est très intéressant. Puis d'ailleurs, moi-même, je m'identifie à ce que tu disais, Denis, parce que moi, le R, au début de mon doctorat, jamais j'aurais pensé mettre la main là-dedans. Déjà, les stats, c'était un gros défi en soi. Puis faire un peu des stats dans R, bon. Puis là, ce que nous présente Samuel, c'est encore autre chose. Mais c'est sûr qu'il y a des gros défis comme ça. Et comment s'y prendre? Moi, dans mon cas, c'était beaucoup le petit pas. Je voyais le potentiel, mais aussi, il y avait un intérêt, j'avais des besoins. Et c'est avec du temps. Parce qu'en fait, la variable temps, si on n'a pas le temps, ça fait en sorte que le stress monte trop fort, puis on cherche juste à résoudre ces problèmes, alors que la volonté d'apprendre, elle vient un peu avec le temps. En tout cas, dans mon cas, ça a été ça, Denis. Puis beaucoup de patience. Puis c'est ça, ne serait-ce que d'avoir des gens avec qui parler, comme disait Samuel. Je pense que ça, on le voit aussi pour l'anxiété stat. La demande d'aide, recevoir de l'aide,
Ça, c'est un facteur considérable, je pense, dans tout ça. Et ça, c'est des bons points. C'est des bons points. Samuel nous a montré un petit peu le potentiel. Puis je pense que de l'autre côté, il y a la question de comment faire en sorte que nos étudiants ils puissent adhérer dans un sens à ça, puis se mettre là-dedans, quoi. Donc, écoutez, c'était vraiment intéressant. Je terminerai peut-être sur une question qui a été posée. Comment faire pour rejoindre Open Science Montréal? Est-ce qu'il y a une infolettre ou quelque chose? Tu as parlé du site Internet. Peut-être je vois que tu as des projets beaucoup dans la tête par rapport à ça. Tu peux nous dire un petit mot pour finir? En ce moment, on a un serveur Matrix, mais je pense qu'on a un bug pour les inscriptions qui est vraiment pas tant pratique. Si la vie privée vous intéresse, là, je vous encourage à aller sur Matrix. Mais ça, c'est un chat en ligne, dans le fond, qu'il y a plein de différents canaux. Puis le but, c'est d'essayer d'intégrer le plus de gens possible des différentes universités. Mais là, avec COVID, là, le temps est tellement flou qu'on ne sait plus trop ce qu'on fait quand on le fait. Mais éventuellement, vous pouvez jeter un coup d'œil sur chat.openscience.ca. Ça se peut que vous ne puissiez pas vous inscrire, puis je suis vraiment triste que ça ne marche pas. On a travaillé fort la semaine passée pour que ça fonctionne, mais j'ai découvert que ça ne fonctionnait pas. Mais le plus simple, c'est de nous écrire info@openscience.ca ou osumorial.ca. Je pourrais aussi le mettre ici. Apparemment, ils ne supportent pas Firefox. Moi, j'ai un message comme quoi mon browser est unsupported. Sur Matrix? Openscience.ca. Juste openscience.ca? Chat.openscience.ca. Oh, ça c'est weird. Moi, Denis, j'ai Firefox aussi, puis moi, il apparaît. OK. Je tends à ne pas faire mes mises à jour parce qu'à chaque fois, ça me fait chier parce qu'il y a des nouvelles éléments. Là. OK. Mais bref, c'est ça. Fait qu'il va y avoir comme un réseau qu'on ouvre à tout le monde, en fait. Sinon, le plus simple, c'est nous écrire. Là, j'ai de la misère avec mon A commercial, mais info at. Je suis pas capable de faire A commercial. Tu sais, on peut pas être. Et juste pour que la boucle soit bouclée, tu vas nous dire que ce site-là est fait avec GitHub aussi? Oui, oui. Non, pas Matrix. C'est décevant. Pas Montréal. Notre site de documentation, notre site web, mais faut que ça soit sur un serveur. Puis tout ce qui est hébergé sur GitHub, c'est juste le front-end. Tu n'as pas de back-end. Mais le but, c'est de décentraliser la communication. Vous voyez Matrix comme les courriels un peu. On n'est pas obligé d'avoir tout le même courriel pour se communiquer. Mais Slack, c'est quoi son problème? Il faut que tu sois dans Slack pour communiquer. Moi, à travers Matrix, je peux aller sur Slack. Mettons, dans mon Matrix, je suis sur Slack, sans que Slack sache que je ne suis pas sur Slack. Mais bref, le but, c'est d'offrir une messagerie privée encryptée sans souci aux gens. Anyway, on divague un peu. Il y a ça, mais je pense que le plus simple, c'est de nous écrire à osumorial.ca. C'est sûr qu'on est tout le temps ouvert à faire des ateliers comme ça. On a différentes expertises selon les personnes. Moi, j'aime un peu enseigner ces trucs. Si vous avez des demandes spéciales, on peut. On est ouvert à plein de choses. Parfait. Écoute, si vous faire un don, vous êtes les bienvenus. On va pouvoir supporter, pas me supporter, mais supporter l'initiative en tant que telle. Super. Écoute, oui, Denis? Si jamais tu as envie d'écrire un papier là-dessus, je connais une bonne revue qui publie ce genre de choses-là. Oui, c'est vrai. Tu pourrais m'écrire un courriel pour... OK. Je vais faire ça. Génial. Super. Écoutez, merci à tous de votre présence. À nouveau, un grand merci, Samuel, de nous avoir partagé Excusez pour le dépassement. Écoute, on le prend avec joie. Puis c'est ça, je pense que tu vois qu'il y a de l'intérêt, puis on en redemanderait. Là. Un peu comme, juste pour clore, là, je t'avais dit qu'on pourrait faire une série d'ateliers en partenariat Sésame Open Science Montréal. Puis, on a un sondage qu'on demande aux étudiants ou les profs de répondre à qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme
voir que j'ai oublié cette chose. Mais ça, Samuel, on pourrait peut-être se reparler. On pourrait voir pour la diffusion sur la page Facebook du Sésame, par exemple. Ça pourrait être bien utile. Mais écoute, Samuel, je te propose qu'on se reparle de ces projets-là. On va garder ça sous le coude. Mais merci à tous de votre présence, là. Et puis, Samuel, on va pouvoir recommuniquer. Un gros merci à tous. Merci beaucoup, Samuel. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.